voilà, soyez les bienvenus. Je vais être beaucoup moins optimiste que les conférenciers qui viennent de vous parler d'ailleurs très bien, c'était très intéressant. Mais je suis beaucoup plus pessimiste sur la question de l'emploi. Je pense que les gens n'ont pas encore compris les performances de ces IA génératives. À chaque fois que je donne une conférence dans la salle, il n'y a pas 15% des personnes qui sont abonnées à ChatGPT ou l'équivalent, à Claude 3 ou à Grok ou à Gemini, qui est très bon d'ailleurs aussi. Et donc, en vérité, ils ont des notions des performances de ces IA génératives qui sont pas du tout les performances actuelles, et ça va très très vite. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples des performances récentes de ces IA génératives, peu importe lesquelles. Il y en a une qui m'a beaucoup impressionné, c'est assez récent. C'est une IA de Demis Hassabis, donc qui s'appelle Alpha Géométrie 2. C'est lui qui avait fait AlphaGo, qui avait battu le champion du monde de jeu de Go, Lysidol, en 2016. Donc c'était beaucoup plus difficile que les échecs. Et cette IA mathématicienne, si je puis dire, elle a été médaille d'or aux Olympiades de mathématiques internationales il y a quelques semaines seulement. Médaille d'or, ça veut dire qu'elle est meilleure que les meilleurs professeurs d'université en maths. Ça veut dire qu'elle est quasiment au niveau d'un Cédric Villani. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai fait mes études en Allemagne. Je parlais l'allemand comme le français, un peu moins bien maintenant. J'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade, par exemple. J'ai donné pour un de mes amis à traduire 50 pages de mon livre sur l'IA en allemand. Aujourd'hui, mais un petit peu plus longtemps, mais c'était il y a quelques semaines, il l'a mis 18 minutes exactement pour traduire 50 pages. Je n'ai pas une virgule à changer, la traduction est absolument parfaite. Voilà, ça veut dire que le métier de traducteur est absolument mort. Ça veut dire qu'il faudra un traducteur pour vérifier les traductions, mais là où il y en a 50, il en suffira d'un seul. Même chose, vous en parliez, madame, tout à l'heure, pour les radiologues, c'est pareil. On gagne bien plus que 40% du temps, en vérité. Mais même si c'était seulement 40% du temps, ça veut dire 40% d'emplois en moins, en vérité. Parce que très rapidement, lire un IRM ou une IRM, ou un scanner, l'IA est bien meilleure que le cerveau humain ou que l'œil humain. Toutes les compétitions organisées entre médecins et logiciels d'IA, comme AMI par exemple, les médecins sont pulvérisés. Il faut lire le livre de Bibot, le professeur Bibot, qui est cancérologue à Pompidou et qui dit que son métier est mort. Il faut écouter ces gens-là, parce qu'on se raconte des blagues. On réfléchit comme si, en plus, l'IA n'allait pas bouger. Il faudrait réfléchir à 20 ans, à 30 ans. Il ne faut pas réfléchir à 2 ans. En tout cas, il faut réfléchir à 10 ans. Là où travaille ma fille à Genève, dans une boîte de luxe, il n'y a plus une seule secrétaire, il faut le savoir. Tous les postes de secrétaire ont été supprimés. Le courrier est intégralement fait par des IA génératives, en particulier par ChatGPT. Il suffit d'une seule personne pour vérifier l'ensemble du courrier à la fin de la journée. Et ces IA sont évidemment capables de répondre au courrier dans une centaine de langues et sans aucune faute d'orthographe. Il y a un professeur américain à Harvard qui vient de publier une étude en disant, voilà, quand je donne des devoirs à la maison, de ma vie, je n'ai jamais eu des devoirs aussi bons, j'ai jamais eu des mémoires aussi formidables. Quand c'est des partiels, comme on dit en France, des devoirs sur table, c'est une catastrophe absolue, j'ai jamais eu aussi mauvais. La réponse à la question est simple. Quand c'est fait à la maison, c'est fait par l'IA. Et quand c'est fait sur table, c'est fait par l'étudiant. Et c'est ce qu'on appelle le deskilling. C'est-à-dire qu'on perd des compétences à force d'utiliser l'IA. Moi, tous mes étudiants, voilà, les copains de mes filles, et je dois dire mes filles elles-mêmes, ont fait leur mémoire de maîtrise en 4 heures, 5 heures avec ChatGPT. Moi, j'ai mis 1 an à faire le mien, parce que je l'ai fait moi-même. C'est dingue. Ma fille, elle avait un mémoire de maîtrise, enfin, je ne devrais pas le dire, parce qu'enfin, bon, c'est fini, elle a son diplôme, mais elle avait un mémoire de maîtrise à faire sur les accidents industriels et l'écologie, accidents industriels. En 4 heures, elle avait la mémoire absolument parfaite et sans faute d'orthographe, et aussi bien en anglais qu'en allemand. J'ai un ami, mon meilleur ami, Elie Chouraki, qui fait un film sur Victor Hugo.
Je pourrais vous le montrer en direct. Vous demandez vous avez vu qu'il y a Deep Search maintenant sur ChatGPT qui est absolument dingue, qui peut vous faire une étude d'une centaine de pages. Je peux le faire en direct, mais bon, c'est pas la peine, vous pouvez le faire vous-même. Mais il faut évidemment être abonné. Hein. Vous demandez à ChatGPT ce que Victor Hugo a fait entre les journées de juillet et puis la Révolution de 48. Qu'est-ce qu'il a fait sur le plan amoureux, sur le plan littéraire, sur le plan politique? C'est pas une blague. En une demi-heure, vous avez 100 pages qui sont absolument parfaites. Je suis un fan de Victor Hugo, j'ai pas une virgule à changer. Il n'y a aucune faute. Voyez, donc je pense qu'il faut écouter Sam Altman quand il dit que dans la décennie qui vient, on verrait apparaître des licornes, donc des entreprises valorisées à $1 milliard, sans aucun salarié humain. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que l'étude de Goldman Sachs qui disait l'année dernière que l'IA supprimerait 300 millions d'emplois dans la décennie qui vient, je pense qu'elle est vraie. Alors, Philippe Aghion et Gilles Babinet, qui président le Conseil du numérique, ils avaient fait un rapport qui, pour 3 raisons que je vais vous indiquer, mais j'ai grand respect pour ces 2 économistes, mais je ne suis pas d'accord avec eux et je crois qu'ils ont changé d'avis depuis. Pour 3 raisons, ils disaient que l'impact sur l'emploi serait très faible. Quelles sont les 3 raisons qu'ils indiquaient ? La première raison, c'est que, disait-il, on ne peut remplacer que les emplois entièrement automatisables. Ben, c'est complètement faux. On peut remplacer des emplois de radiologues, d'interprètes, de traducteurs, de secrétaires, de direction, qui ne sont absolument pas des emplois entièrement automatisables. Voilà. Et en plus, je vous dirais pire que ça, parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'émergence de la robotique humanoïde. J'y reviendrai dans une seconde. Deuxièmement, donc, il disait les gains de productivité seront faibles. C'est totalement faux, parce que quand vous gagnez du temps, vous gagnez aussi en productivité. Et il y a eu une étude notamment qui a été faite chez Renault, disant qu'ils allaient gagner plus de 50% du temps dans le développement d'une voiture électrique et plus de 40% du temps dans le développement d'une voiture thermique. Donc évidemment, ça se traduit aussi en termes d'emploi. Il suffit de se mettre à la place d'un chef d'entreprise. Quand il gagne du temps, il a 2 possibilités. Ou bien il dit vous allez faire autre chose, les amis, à ses collaborateurs. Ou bien il dit écoutez, si mon IA remplace 3 personnes, écoutez, j'en garde qu'une seule. Donc aux États-Unis, on n'hésite pas à virer les gens. En France, on hésite, mais aux États-Unis, on y va carrément. Voilà. Et le troisième argument donc, de Philippe Aghion et Gilles Babinet, donc le premier, pas d'augmentation de productivité. Le deuxième, on ne remplacera que les emplois entièrement automatisables. Donc les 2 sont faux, je suis désolé de le dire. Mais le troisième argument est tout aussi faux, c'est Schumpeter, la destruction créatrice. On créera autant d'emplois qu'on en détruira. Mais c'est totalement faux. Si vous avez des licornes, comme le dit Sam Altman, sans salariés, et que vous supprimez 300 millions d'emplois Bac-2 ou Bac, ou même Bac+2, et que vous les remplacez par 30 000 emplois qui seront des emplois au moins Bac+5, sinon Bac+10, le compte n'y est pas. Parce que pour être data scientist, il faut être un bon mathématicien. Et regardez l'effondrement des études de mathématiques depuis que Jean-Michel Blanquer a fait la réforme du bac. 75% d'effondrement des études de mathématiques chez les filles. Parce que Jean-Michel Blanquer a mis ça en option. Donc on est obligé de revenir dessus, de le remettre, et on a besoin des maths aujourd'hui. Et donc si vous avez des métiers de spécialistes des cyberattaques dans les banques, de data scientists, le codage c'est mort. On en parlait tout à l'heure, mais dans l'année qui vient, l'IA sera supérieure à tous les codeurs de la planète. Mais je fais en Python, en ce que vous voudrez. Bon, donc ça, c'est déjà une certitude. Mais de toute façon, pour ces métiers-là, ce sont des métiers Bac+10 et pas Bac-3. En plus, dans cette étude qui a été faite par ces 2 économistes, on ne tient pas compte de la robotique humanoïde. Ils avaient publié, alors c'est pas eux, mais ça allait dans le même sens. Il y avait des ouvriers qui avaient publié une très grande affiche sur une tour en construction. Et pour se moquer évidemment de ChatGPT et des IA génératives, ils avaient dit « Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux finir le travail ?» La réponse est oui.
Ils ne tenaient pas compte de la robotique humanoïde. Regardez les robots Optimus, mais c'est rien, ça progresse à toute vitesse. Et vous avez aujourd'hui des robots humanoïdes qui sont capables de servir à table, qui vous font un mojito quand vous rentrez à la maison le soir, qui peuvent faire répéter les devoirs aux enfants, qui vont faire les courses, qui peuvent blaguer avec vous, et c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie, qui ont dans la tête un QI de polytechnicien avec une agrègue de biologie, une agrègue d'histoire, une agrègue de philo et une agrègue de maths. Vous avez des laveurs de carreaux qui seront capables d'avoir ça dans la tête et qui sont aujourd'hui, il faut le savoir, qui passent le paradoxe de Moravec. Autrement dit, leur sensibilité au bout des doigts est supérieure à celle d'une infirmière. Voilà, donc ce n'est pas à peine de se raconter des blagues. J'ai des amis qui fabriquent des robots infirmières aujourd'hui. Donc on se raconte des blagues parce qu'on vise la complémentarité, on a raison. Mais la complémentarité sera un combat extraordinairement difficile. Pour l'essentiel, pour un chef d'entreprise, il va de soi que s'il peut réduire la masse salariale, il le fera. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Donc la vraie question qui se pose, mais si j'avais le temps, je vous en parlerai un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui seront remplacées par des IA ou par des robots humanoïdes? La solution américaine, vous le savez, tous les patrons de la tech américaine disent on va faire le RUB, le revenu universel de base. C'est une catastrophe absolue à mes yeux. Je suis à fond contre. Sam Altman, vous avez vu ça, c'est très intéressant ça. Il a financé pendant 2 ans une étude sur le RUB. Il a payé pendant 2 ans des chômeurs américains à rester chez eux et il les a payés $2000 par mois, ce qui aux États-Unis, dans une campagne américaine, est très convenable. Ils n'ont pas travaillé pendant 2 ans. Résultat, divorce, suicide, alcoolisme, antidépresseurs. Catastrophe absolue. Les gens ont besoin de relations humaines, ils ont besoin de travailler. Le travail, ce n'est pas simplement un ennui, c'est aussi la capacité, sauf si on a un travail qui est vraiment merdique. Mais la plupart des travaux aujourd'hui, 75% des Français sont quand même contents de leur travail, c'est important. Et donc on progresse, on résout des problèmes, on se perfectionne, on franchit des obstacles. Et puis surtout, dans une entreprise, on rencontre ses amis et ses ennemis, sa femme, son mari, son amant, sa maîtresse ou ce que vous voudrez d'autre. Et donc on a besoin de ça. Moi, ce que je propose dans mon livre, ce n'est pas du tout le RUB. J'ai fait le service civique en France pour les jeunes. Service civique pour les jeunes, donc qui est payé en gros 400, à l'époque c'était 450 € par mois, mais pour faire des tâches d'utilité publique. Je pense qu'il faut proposer à ceux dont l'emploi sera pris par une IA générative un service civique pour adultes. Est-ce que vous savez combien il y a de centenaires en France? Il y en a 40 000. Dans la décennie qui vient, on en aura plus de 100 000. Et on a besoin de rupture de solitude des vieux, comme on dit dans le jargon du ministère de la Jeunesse. Rupture de solitude des vieux, ça peut très bien être fait. Ce n'est pas obligé d'être fait par des gamins de 25 ans, ça peut être fait par un adulte. Et donc là, ce sont des travaux d'utilité publique qui ne sont pas pris en charge par le service public, qui sont pris en charge par le privé, mais c'est cher. Et du coup, vous avez beaucoup de centenaires qui n'ont pas d'argent du tout et qui ne peuvent pas remplir leurs papiers, qui ne peuvent pas se faire la bouffe, à qui il faut lire un livre pour les distraire ou que sais-je encore. Je pourrais vous donner 1000 autres exemples de services civiques qui peuvent être faits par des adultes et qui, de toute façon, seraient bien supérieurs au RUB, qui est une catastrophe absolue et qui conduit, encore une fois, à la dépression, à l'alcoolisme et au suicide. Sans parler des divorces, qui est peut-être moins grave, mais quelquefois, ça peut rendre service. Voilà, donc je ne vais pas développer ça, mais je pense que voilà, on sous-estime l'impact que va avoir l'IA générative, parce qu'on réfléchit, encore une fois, à 2 ans, à 3 ans, alors qu'il faut réfléchir à 10 ans, à 20 ans, voire à 50 ans. Et là, on aura des centaines de millions d'emplois qui, à coup sûr, seront supprimés par des robots humanoïdes et par des IA génératives. L'IA progresse à une vitesse dingue. Je ne suis pas totalement inculte, j'étais professeur d'université pendant 50 ans, ou professeur en tout cas pendant 50 ans, j'ai été chercheur au CNRS, j'ai 2 agrègues, un doctorat d'État. L'IA est des milliards de fois plus cultivée que moi, et elle est des millions de fois plus intelligente. Je n'y peux rien, parce qu'elle a avalé toutes les bibliothèques du monde, elle parle toutes les langues du monde, et elle a des milliards aujourd'hui de données dans la tête, toutes les œuvres d'art, toutes les œuvres musicales. Et donc, en plus, les algorithmes sont incroyablement performants. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été médaille d'or aux Olympiades de mathématiques internationales. Donc, ça veut dire que les algorithmes fonctionnent.
On en corrige. Aujourd'hui, on parle beaucoup des hallucinations, mais elle n'en fait plus, c'est pas vrai. C'est les gens qui parlent des erreurs de l'IA, la plupart du temps, c'est qu'ils utilisent des versions antérieures et qui ne sont pas abonnés. Donc ça veut dire que ces IA-là, intégrées dans des robots, elles vont, encore une fois, produire un effet sur la société qui sera infiniment plus important que ce qu'on croit aujourd'hui. Donc la complémentarité, j'y reviens, c'est très important, ce sera un combat. Dans le domaine artistique, je n'en ai pas parlé, mais dans le domaine artistique, elle est absolument géniale. Voilà, j'y peux rien. Jason Allen, je pourrais vous le montrer, ce qui est un artiste contemporain américain, mais un artiste, disons, figuratif. Il ne fait pas de l'art conceptuel minimaliste, dont personnellement, j'ai rien à foutre d'ailleurs. Il fait des vraies œuvres d'art qui sont belles. Et il a fait une œuvre d'art pour la foire d'art contemporain du Colorado, qui est une des plus importantes foires d'art contemporain aux États-Unis. Il a gagné le prix. Ça a fait un scandale parce que son œuvre, qui est très belle, vous pouvez la regarder si vous tapez, elle s'appelle Space Theater Opera, un opéra ouvert sur l'espace. L'œuvre d'art est magnifique, hein, elle est superbe, mais elle a été faite par Midjourney. Donc ça, une IA générative comme DALL-E ou comme Stable Diffusion. Et donc c'est fascinant parce qu'il y a eu évidemment une polémique parce que les autres candidats ont dit mais c'est pas lui qui a fait l'œuvre, c'est l'IA qui l'a faite. L'œuvre est incroyablement créative. Et vous savez l'argument qu'ils utilisent dans ce cas-là, ils disent mais elle a pillé cette IA, elle a pillé des œuvres humaines. C'est comme ça qu'elle y arrive. L'argument est idiot. L'argument est stupide puisqu'on fait tous la même chose. On pille tous des œuvres humaines. Moi, j'ai pendant 30 ans traduit les philosophes allemands. Mon disque dur, il est plein de Hegel, de Kant, de Leibniz, d'Adorno, de Cassirer, etc. Je ne connais pas un seul artiste qui ne connaisse pas au moins un peu l'histoire de l'art, sauf s'il fait que du conceptuel minimaliste. Il n'a besoin de rien. Il fait un tableau blanc sur fond blanc. Mais sinon, tous les artistes, les musiciens en particulier, connaissent l'histoire de la musique. Et donc, vous ne pouvez pas être compositeur sans connaître Schumann, Bach et Wagner. Je vois qu'il me reste 3 minutes 20. Et donc, en termes de création artistique, il est absolument génial. Je termine avec ça, juste 2 choses. Quand j'étais gamin, je pensais que j'aurais jamais la grecque de philo, donc j'ai passé une licence de psycho, puis une licence de socio, puis une licence de lettres. Je me dis, bon, comme ça, bon, je pourrais débarrasser mes parents et essayer de gagner ma vie moi-même. Et dans la licence de psycho, dans le certificat de psycho-expé, ça faisait partie du travail qu'on devait faire, on se faisait passer entre nous les tests d'intelligence, les fameux QI. Alors on utilisait le Zazo et on utilisait celui qui existe encore aujourd'hui, le WISC, le Wechsler. J'ai fait passer moi-même, parce que je vérifie toujours, j'ai fait passer moi-même le WISC, qui est donc un des plus utilisés aujourd'hui, à ChatGPT. Il a 160 de QI, ce con. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des 0,1% de la population humaine. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas les petites épreuves d'arithmétique, 1, 3, 5, 7, 9, 11, qu'est-ce qui vient après, même si tu as un QI de bulot, tu le sais. C'était de lui faire passer les épreuves de bon sens en langage naturel. Et je vais vous les faire passer. Ne faites pas ça dans les dîners en ville, parce que je l'ai fait l'autre jour, puis il y a un de mes amis qui s'est planté, c'était très gênant. Ouais, c'est gênant, ouais. Et je vous le fais, il y a deux phrases que j'adore. On dit, bon, je vais vous dire une phrase dans laquelle il y a une bêtise, il faut me dire où est la bêtise. Le boulanger perd sur chaque petit pain, mais il se rattrape sur la quantité. Qu'est-ce qu'il y a de bête là-dedans? ChatGPT, en 4 secondes, pas 6, en 4 secondes. S'il perd sur chaque petit pain, plus il en vend, plus il va perdre, il va faire faillite. 50% des Français ne trouvent pas, ce qui n'est pas rassurant pour la perspective économique du pays. Mais ceux qui trouvent mettent en général 1 minute pour expliquer le truc, on trouve les mots. Bon. Et la deuxième phrase, je ne sais pas pourquoi les gens la trouvent plus facile. Le vieux monsieur aimait faire le tour de son jardin, qui était une forme de circonférence, mais dès qu'il arrivait pile poil au milieu, il était tellement fatigué qu'il était obligé de faire demi-tour. Et là, ChatGPT, 3 secondes. Il peut continuer, ce ne sera pas plus long, il ne sera pas plus fatigué. J'adore. Voilà. Et dernière chose que je vous indique, il ne me reste plus qu'1 minute 9, mais c'est dommage parce que ça vaut le coup. Je vais demander, vous savez qu'une jeune japonaise a eu l'équivalent du prix Goncourt au Japon, mais avec un roman qui a été entièrement fabriqué par une IA générative. Et Amazon en reçoit 10 par jour. Ils sont obligés de limiter le nombre d'IA de romans fabriqués par l'IA qui en reçoit. Je lui ai demandé, il me reste 45 secondes, de faire le prochain livre de Stephen King.
génial ce qu'il m'a fait, incroyable. Il m'a dit, voilà, c'est un nuage maléfique qui rentre dans un petit village qui s'appelle Darkwood, il met les noms et tout. Et donc le village rentre dans les maisons, dans les caves, et ce nuage, il a cette espèce de brouillard, a la particularité d'obliger les personnes à dévoiler leurs secrets les plus intimes. Des familles se brisent, des assassinats sont commis. Un jeune homme vient de New York pour essayer de tirer l'affaire au clair, mais il est pris lui-même par le nuage. Voilà, je développe pas, puisqu'il me reste que 11 secondes, mais il n'y a plus qu'à remplir les blancs. Voilà, ces bestioles sont géniales. Donc la complémentarité, il faut y penser. On en a parlé dans les interventions précédentes. C'est un enjeu absolument crucial. Je suis à fond pour, mais ne croyez pas que ça va être facile. Merci à vous.